Un homme qui nettoyait en silence a rendu hommage à nos morts. Vous l'avez renvoyé. Vous pouvez maintenant vous asseoir dans votre propre saleté. Une note anonyme était posée sur le bureau du directeur, où les poubelles débordaient et où les couloirs empestaient. 3 jours plus tôt, le concierge de l'école avait été renvoyé pour avoir accroché un drapeau déchiré sur son armoire. Ce qu'il ne savait pas, c'était à qui appartenait réellement ce drapeau et jusqu'où les élèves étaient prêts à aller pour le défendre. Bonjour à tous, bienvenue sur VC Vies Inspirantes. Commençons. Miguel Alvarez nettoyait les couloirs du lycée Voltaire, dans la banlieue parisienne, depuis 14 ans. Chaque matin, à 5h30, lorsqu'il ouvrait le placard à balai, il voyait la même chose. Accroché au-dessus du cadre de la porte, un drapeau français défraîchi par les années et usé par le temps. Les élèves passaient devant chaque jour sans même le regarder. Pour eux, Miguel était invisible. Il n'était que l'homme qui nettoyait le sol et vidait les poubelles. Ils ne savaient pas qu'avant d'occuper ce poste, il était technicien de maintenance. Ils ne savaient pas qu'il avait obtenu un diplôme d'ingénieur dans une université publique de Marseille. Ils ne savaient pas qu'il avait accepté ce travail parce qu'il était stable. Et la stabilité était très importante pour lui qui élevait seul son fils. Mais surtout, il ne connaissait pas la véritable signification de ce drapeau. Les problèmes ont commencé un mardi matin, lorsque Janine Moreau, l'inspectrice régionale, est venue effectuer son contrôle trimestriel. Vêtue d'un tailleur pantalon, un bloc-notes et un mètre ruban à la main, Janine Moreau, à la recherche d'infractions et de réductions budgétaires, incarnait l'efficacité même. Elle parcourait le bâtiment depuis 20 minutes lorsqu'elle s'arrêta brusquement devant le casier de Miguel. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en montrant le drapeau. Miguel leva la tête de ses produits de nettoyage. « C'est juste un drapeau, madame. »« Ce n'est pas professionnel, » dit madame Moreau en déchirant le drapeau. « C'est un établissement scolaire, pas le garage de quelqu'un. » Elle écrivit une note acerbe sur son tableau à pince. Les décorations personnelles dans les espaces de travail sont contraires à la politique régionale 347B, à retirer immédiatement. Elle pressa le spray que Miguel tenait dans sa main. « Madame, je me fiche de savoir depuis combien de temps ce drapeau est là. Il sera retiré aujourd'hui ou vous serez retiré avec lui. » Elle s'éloigna en claquant des talons et Miguel, à chaque quart de travail, chaque nuit où il travaillait tard, chaque moment de silence où le chagrin menaçait de l'engloutir, il regardait le drapeau qui le protégeait. Mason Torres, 17 ans, remarqua cet après-midi-là que quelque chose n'allait pas. Il avait toujours été un enfant observateur. Perdre sa mère d'un cancer à l'âge de 14 ans rendait cela inévitable. Cela vous rend attentif aux petits détails que les autres ne remarquent pas. Le drapeau n'était pas là. Mason passait devant le casier de Miguel 2 fois par jour depuis 3 ans. Il n'avait jamais prêté attention au drapeau auparavant, mais son absence lui semblait désormais aussi flagrante qu'une dent manquante. Il manquait quelque chose d'important dans le couloir. Il trouva Miguel dans le couloir est, poussant sa voiture plus lentement que d'habitude. « Monsieur Alvarez, qu'est-il arrivé à votre drapeau ?» Les épaules de Miguel s'affaissèrent. Il semblait plus vieux, plus abattu. Le nouveau directeur avait dit qu'il fallait l'enlever parce que c'était contraire au règlement. Mason perçut une douleur familière dans sa voix. Le même ton vide que son père avait utilisé en parlant des derniers jours de sa mère. « Pourquoi était-ce important pour toi ?» Miguel cessa de pousser le chariot. Pendant un instant, Mason crut qu'il ne répondrait pas. Puis il parla si bas que Mason faillit ne pas l'entendre. « C'était le drapeau de mon fils. » Ce soir-là, Mason ne parvint pas à se concentrer sur ses devoirs. L'expression sur le visage de Miguel le troublait. Le tremblement de sa voix lorsqu'il parlait de son fils. Le lendemain matin, Mason arriva tôt. Le bâtiment était presque vide. Seuls les agents d'entretien se préparaient pour la journée. Il se rendit au casier de Miguel et vérifia que la serrure n'était pas fermée. À l'intérieur, parmi les produits d'entretien industriel et les rouleaux de papier essuie-tout, Mason trouva ce qu'il cherchait. Le drapeau, plié en un triangle militaire parfait, était posé sur une étagère métallique comme un objet sacré. À côté, il y avait une photo encadrée qui coupa le souffle à Mason. Un jeune fantassin français se tenait debout, l'air solennel, à côté d'un cercueil recouvert du drapeau. Sur la plaque commémorative était inscrit « Caporal Carlos Miguel Alvarez, 1987 à 2009, province d'Helmand, Afghanistan ». À l'arrière-plan, on distinguait Miguel, 20 ans plus jeune,
mais avec les mêmes yeux doux, aujourd'hui remplis d'une douleur insupportable. Mason eut la gorge serrée. Le drapeau de sa mère était plié de la même manière dans le salon. Il savait ce que cela signifiait. Il savait pourquoi Miguel l'avait placé sur son bureau. « Que fais-tu là » Mason se retourna brusquement. Moreau se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le regard sévère. « Je cherchais juste ça, c'est une zone interdite. Retourne immédiatement en classe. » Alors que Mason s'éloignait précipitamment, il entendit Moreau parler au téléphone. Violation de la sécurité, attachement émotionnel au lieu de travail. Une mesure disciplinaire est recommandée dans les plus brefs délais. À l'heure du déjeuner, la rumeur s'était rapidement répandue. Miguel Alvarez avait été renvoyé. Il s'agissait d'une violation de la politique et d'un cas de désobéissance. La plupart des élèves ne réagirent presque pas. Les agents de sécurité allaient et venaient sans cesse. Mais Mason ne pouvait pas oublier cela. Il trouva Miguel dans le parking en train de charger ses effets personnels dans une vieille camionnette. L'homme qui avait maintenu l'école à flot pendant 14 ans avec une dignité silencieuse était obligé de transporter ses affaires dans un carton. « Monsieur Alvarez, attendez !» Miguel leva la tête, les yeux rougis. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis Miguel finit par perdre son sang-froid. Il dit qu'il voulait enseigner l'histoire, la voix tremblante. Carlos. Il voulait que les enfants comprennent pourquoi les gens rendent service et quel en est le véritable prix. Des larmes coulaient sur ses joues ridées. À son retour, il avait préparé les documents pour sa candidature. Il allait d'abord être enseignant remplaçant ici, puis obtenir son diplôme d'enseignant. Miguel désigna désespérément le bâtiment scolaire derrière eux. « Maintenant, je ne suis qu'un concierge invisible, et elle est partie, plus rien n'a d'importance. » Mason sentit sa gorge se serrer. Elle comptait pour moi. Elle comptait pour beaucoup de gens. « Vraiment ?» Miguel essuya ses yeux du revers de la main. « Alors pourquoi ma vie est-elle dans une boîte et moi ici ?» Ce soir-là, Mason était assis dans sa chambre, regardant le drapeau commémoratif de sa mère. Ce drapeau avait été remis à son père lors des funérailles militaires de sa mère. Avant d'être infirmière, sa mère était infirmière dans la marine. Le tissu triangulaire représentait tout ce qu'ils avaient perdu lorsque le cancer avait fini par l'emporter. Miguel avait perdu son fils unique et maintenant, il avait perdu son travail parce qu'il essayait d'honorer sa mémoire. Mason sortit son téléphone et commença à écrire un message. Le lendemain matin, il entra au lycée Voltaire, le drapeau plié de sa mère à la main. Madame Patterson, son professeur de première heure, le remarqua immédiatement. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle. « C'était à ma mère », répondit simplement Mason. « Elle est morte en rendant service aux autres. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans l'école. Pendant la deuxième heure, Sarah Chen avait apporté une photo de son grand-père, un vétéran de la guerre de Corée. Au troisième cours, Danny Walsh portait la croix de la valeur militaire de son oncle. Son oncle avait perdu la vie dans un accident lors d'un entraînement au camp de Kanjuer. Il n'y avait pas d'organisation officielle. Ils portaient simplement en silence une partie du service rendu par leur famille, honorant les liens que Moreau essayait de briser. Mais Miguel Alvarez ignorait tout de ce qui se passait. Il avait passé la matinée à remplir des papiers, les mains tremblantes, à l'agence pour l'emploi. Il avait été licencié de son emploi stable, qu'il occupait depuis 14 ans, parce qu'il ne voulait pas ternir la mémoire de son fils. À 61 ans, qui allait l'embaucher? Pendant ce temps, quelque chose d'extraordinaire se préparait au lycée Voltaire. Ce vendredi-là, plus de 50 élèves avaient apporté des souvenirs militaires. Emma Martinez avait apporté la carte d'identité de son frère. Kevin Washington avait apporté les médailles que son père avait gagnées au Vietnam. Lisa Johnson portait la photo de son cousin mort en Irak. Ils ne parlaient pas, n'organisaient pas de rassemblement. Ils étaient simplement là, silencieux, partageant leur chagrin et leur fierté. Puis Mason a pris une décision qui allait tout changer. Le lundi matin, à 11 h, il s'est levé pendant le cours d'histoire. « Où allez-vous, monsieur Torres ?» lui a demandé son professeur. « Je vais rendre hommage à quelqu'un qui méritait mieux », a répondu Mason. Il a quitté la classe en portant le drapeau de sa mère. En quelques minutes, les autres l'ont suivi. Ils formèrent une file à l'entrée principale de l'école et commencèrent à marcher autour du bâtiment. Les 50 élèves devinrent 100, puis 200, puis 300, et bientôt, tous les élèves de l'école se tenaient côte à côte autour du bâtiment, chacun tenant dans ses mains des drapeaux, des photos,
des médailles et des souvenirs. Ils ont appelé cela la chaîne d'honneur. Il n'y avait ni slogan, ni cri, seulement une dignité silencieuse qui résonnait plus fort que n'importe quelle manifestation. Les équipes de télévision locales sont arrivées en quelques heures. Les parents sont venus soutenir leurs enfants. Des anciens combattants en uniforme sont venus de l'Association des anciens combattants et ont participé à la manifestation par leur présence silencieuse. Mais le moment le plus émouvant a été lorsque les concierges d'autres écoles ont commencé à arriver. Ils avaient entendu parler de Miguel Alvarez, de son licenciement pour avoir rendu hommage à son fils mort au combat, du choix de la région de privilégier les règlements plutôt que la compassion. Le premier groupe à arriver était celui du collège Rousseau, suivi de celui de l'école primaire Victor Hugo. À 14 heures, les agents d'entretien venus de toute la région avaient formé leur propre chaîne de solidarité. Ils ne faisaient pas de bruit, ne semaient pas le trouble. Ils se tenaient simplement là, aux côtés des élèves, refusant que l'un de leurs amis soit oublié. À l'intérieur de l'école, le chaos régnait, les poubelles débordaient, les déchets n'étaient pas ramassés. Il n'y avait plus de papier dans les toilettes. Les couloirs que Miguel avait maintenus impeccables pendant 14 ans étaient en désordre en son absence. Le directeur Hainaut, qui n'avait jamais utilisé de balai de sa vie, essayait de rétablir l'ordre avec l'aide de quelques administrateurs, contraints d'attendre au milieu de ce chaos. Cet après-midi-là, lorsque l'inspecteur Guillaume est arrivé à son bureau, il a été accueilli par une véritable pagaille. Sa secrétaire avait disparu. Elle s'était jointe aux agents d'entretien à l'extérieur. Son café n'avait pas été préparé. Le nettoyage habituel de l'après-midi n'avait pas été fait. Sur son bureau, il y avait une enveloppe en papier Kraft sur laquelle son nom était soigneusement écrit. À l'intérieur, il y avait une seule page dactylographiée qui allait le hanter pendant des années. Un homme qui nettoyait en silence a rendu hommage à nos morts. Vous l'avez renvoyé. Vous pouvez maintenant vous asseoir dans votre désordre. Il n'y avait pas de signature sur la note, mais quelqu'un avait dessiné un petit triangle en bas, en forme de drapeau plié. Guillaume regarda le message, puis regarda par la fenêtre la mère d'étudiants qui entourait toujours l'école. Pour la première fois de sa carrière, il réalisa qu'il avait peut-être commis une erreur que les règlements et les notes disciplinaires ne pourraient jamais compenser. Le mardi, l'histoire était devenue virale. La justice pour Miguel était devenue un sujet brûlant sur les réseaux sociaux. Des équipes de journalistes de 3 régions ont afflué au lycée Voltaire. Les élèves ont donné des interviews sur le respect et le souvenir, sur l'homme silencieux qui nettoyait leur école et rendait hommage à son fils martyr. Le moment le plus émouvant a été lorsqu'un journaliste a demandé à Mason pourquoi il avait lancé cette protestation. « Parce que M. Alvarez ne devrait pas porter son chagrin tout seul », a répondu Mason en pliant soigneusement le drapeau de sa mère. « Aucun de nous ne devrait le porter. » Cette vidéo a été partagée des millions de fois en quelques heures. Le mercredi a été encore plus chaotique. Le département de la santé a menacé de fermer l'école pour cause d'insalubrité. Les parents ont exigé que des mesures soient prises. La direction de l'école a convoqué une réunion d'urgence, mais Miguel n'avait aucune idée de la tempête qui faisait rage autour de lui. Assis dans son petit appartement, il regardait la photo de Carlos prise lors de ses funérailles, posée sur la table de la cuisine. Le visage de son fils était figé à jamais à l'âge de 22 ans. La maison qui pendant 14 ans avait résonné des sonneries de l'école et des conversations des jeunes, était désormais plongée dans le silence. Après le 3e appel provenant d'un numéro inconnu, il avait éteint son téléphone. C'était probablement les agents de recouvrement. Le loyer était dû dans 2 semaines et ses allocations chômage ne suffiraient pas. Peut-être trouverait-il un emploi ailleurs. Peut-être que quelqu'un embaucherait un homme de 61 ans dont le seul crime était d'avoir aimé son fils de tout son cœur. Dehors, toute la France parlait de Miguel Alvarez. Son histoire se répandait sur Internet, partagée par des millions de personnes qui connaissaient la douleur de la perte et comprenaient la dignité silencieuse de l'amour d'un père. Mais dans son appartement, Miguel n'était au courant de rien. Il était simplement en deuil, se demandant comment il avait pu échouer à honorer la personne qui lui était la plus chère. Puis, on frappa à la porte. Mason se tenait sous le porche, le drapeau de sa mère toujours à la main. Derrière lui, des dizaines d'élèves portaient une partie de leur histoire militaire. « Monsieur Alvarez, il est temps de retourner à l'école », dit Mason.
Une réunion d'urgence fut organisée le jeudi matin. Personne ne voulait venir, mais tout le monde devait être présent. Tous les élèves, les parents, les habitants du quartier et une grande partie de la presse locale s'étaient rassemblés dans le gymnase. Le directeur de l'école, M. Hainaut, monta à la tribune, accompagné des membres du conseil d'administration de l'école, qui semblaient préférer être ailleurs. Mais avant que M. Hainaut ne commence son discours, Mason se leva dans les gradins. « Nous voulons que M. Alvarez revienne », dit-il simplement. La salle de sport s'agita. Les élèves se levèrent avec des drapeaux, des photos et des médailles. Les applaudissements étaient assourdissants, longs et écrasants. Hainaut attendit que le silence se fasse, puis fit un signe de tête vers l'entrée de la salle de sport. Miguel Alvarez, vêtu de son uniforme de concierge, entra en portant le drapeau plié qui avait été à l'origine de tout cela. Les applaudissements cessèrent instantanément. On pouvait entendre les gens respirer. Miguel s'approche du micro à pas hésitants. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il dépliait le drapeau, le levant bien haut pour que tout le monde puisse voir ses bandes décolorées et ses bords usés. « Ce drapeau a recouvert le cercueil de mon fils », dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, mais qui résonna dans toute la salle. Carlos voulait devenir enseignant après avoir été marine. Il avait dit qu'il voulait aider les enfants à découvrir le monde. Les yeux de Miguel ont trouvé Mason dans la foule. Il n'a jamais eu cette chance, mais chaque jour où j'ai travaillé dans ces salles, j'ai senti que Mason continuait à enseigner à travers moi, à travers le respect que j'essayais de montrer à chaque élève qui passait. Il a replié le drapeau avec une précision militaire, puis a regardé directement l'inspecteur Guillaume. Ce jeune homme et ses amis comprennent quelque chose que nous, les adultes, avons oublié. Honorer les morts, ce n'est pas suivre des règles, c'est garder l'amour vivant par de petits gestes discrets. Le gymnase était complètement silencieux, puis Mason a commencé à applaudir doucement. Les autres l'ont imité. Les applaudissements ont grandi, jusqu'à faire trembler les fondations du bâtiment. Guillaume a repris le micro. Sa voix était pleine d'émotion. « Monsieur Alvarez, le conseil d'administration de l'école a décidé à l'unanimité d'annuler votre licenciement avec effet immédiat. Il s'est arrêté un instant pour regarder la mer de drapeaux dans la foule. Nous vous offrons la possibilité de reprendre votre travail avec votre salaire complet, une augmentation importante en reconnaissance de vos années de service dévouées, ainsi que des avantages sociaux étendus, y compris une assurance maladie complète. » La foule s'est à nouveau agitée, mais Guillaume a levé la main. « De plus, nous souhaitons travailler avec vous pour créer un mémorial digne de Carlos et de tous nos martyrs. Veuillez reprendre votre travail. Cette école a besoin de vous. » Miguel a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage, tandis que le gymnase résonnait d'applaudissements qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. 6 semaines plus tard, les visiteurs du lycée Voltaire remarquèrent quelque chose de particulier dans le hall principal. Une vitrine contenait un drapeau français plié, la photo du caporal Carlos Miguel Alvarez et une plaque en bronze sur laquelle était inscrit « À la mémoire de ceux qui ont servi et de ceux qui les aiment ». Mais ce qui a permis à tout le monde de comprendre pleinement ce qui avait été perdu et retrouvé, c'est ce que Miguel avait placé à côté du drapeau. La candidature de Carlos à l'université, froissée par des années passées à être pliée et dépliée. La rédaction dans laquelle il expliquait vouloir enseigner l'histoire pour aider les élèves à comprendre l'importance du sacrifice et du service. La lettre qu'il avait écrite pour postuler à un poste de professeur remplaçant dans la région. Miguel a gardé ces documents dans son portefeuille pendant 15 ans, les sortant parfois dans son placard dans des moments de solitude, imaginant les conversations qu'il aurait avec Carlos au sujet des élèves, des cours et de ce qu'ils pourraient accomplir ensemble. Aujourd'hui, ces documents sont exposés dans la vitrine, témoignant de rêves interrompus mais pas oubliés. Chaque jour du souvenir, la vitrine se remplit de drapeaux, de photos, de lettres et de fleurs laissées par les élèves. Elle est soigneusement archivée chaque année et fait place à de nouveaux objets commémoratifs dédiés au service et au sacrifice. Mais quelques jours après la cérémonie, un nouvel objet a été ajouté à la vitrine. Une note manuscrite, soigneusement placée à côté de la candidature de Carlos à l'enseignement, non signée. Carlos, à travers vous, à travers votre amour pour lui, vous nous avez appris ce que signifie honorer quelqu'un en silence, chaque jour. Merci d'avoir été un enseignant que nous ne connaissions pas. Miguel a trouvé la note lors de sa ronde du soir.
Il est resté longtemps là, à relire la note, et a finalement compris que le rêve de son fils, même s'il ne s'était pas réalisé comme il l'avait imaginé, était devenu réalité. Miguel travaille toujours au lycée Voltaire. Il arrive toujours à 5h30 du matin. Il nettoie toujours les couloirs et vide les poubelles. Mais son salaire reflète désormais le respect qu'il a toujours mérité. Grâce à son assurance maladie, il peut prendre soin de lui-même comme il a toujours pris soin des autres. Plus important encore, lorsque les élèves passent devant la vitrine du hall, ils s'arrêtent pour regarder et se rappeler que derrière chaque personne silencieuse se cache une histoire qui mérite d'être connue et un amour qui mérite d'être honoré. Parfois, si vous regardez attentivement pendant les rondes de Miguel, vous pouvez le voir s'arrêter devant la vitrine. Il touche doucement la vitre où se trouve la photo de Carlos et ses rêves de devenir enseignant. Murmure quelque chose que seuls lui et Carlos peuvent entendre, puis continue son chemin dans le couloir, laissant le souvenir de son fils veiller sur tous les élèves qui passent désormais devant la vitrine. Les leçons les plus fortes ne sont pas toujours données en classe. Parfois, elles s'apprennent dans les espaces qui séparent les lieux où des gens ordinaires font des choses extraordinaires pour garder l'amour vivant, et ceux où défendre ce qui est juste signifie rester ensemble dans un silence où se mêlent la tristesse et la fierté. Parfois, le rêve d'un fils de devenir enseignant se réalise d'une manière que personne n'aurait pu prévoir, grâce à l'amour silencieux de son père et à des élèves assez courageux pour le voir. Vous avez aimé cette histoire? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour en découvrir d'autres. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui passe actuellement sur votre écran. Vous ne voudrez pas la manquer. À bientôt dans la prochaine vidéo.